à son usage de l'eau, notamment c'est son usage commun ou à titre d'eau potable. Un particulier contre une personne privée. Les personnes privées et les bénéficiaires du patrimoine sont tenus maintenant à des devoirs d'utilisateurs payeurs, sont tenus à des devoirs de prévention et de réparation. Donc, celui qui cause un dommage, compte tenu de son usage de la ressource, va être tenu de la réparer, même s'il a les permis. Il cause un dommage et il va devoir réparation. Alors, à bon entendeur. Question suivante. Quel sera le pouvoir de sanction réel? Le premier intervenant a déjà fait ressortir comment ça va être compliqué de s'imposer face à toutes les administrations qui s'occupent de l'eau. Mais finalement, si on ne parle pas de sanctions, ben, on va se retrouver avec une suite de beaux vœux pieux établis par des personnes aussi compétentes et intéressantes que vous. Mais finalement, on s'en va où avec ça, là? Je crois qu'on le droit positif est changé, qu'il y aura des répercussions dans les décisions judiciaires. Simplement, elles doivent encore être entreprises, ces poursuites judiciaires. Pour ce qui est de l'entrée en vigueur, c'est certaines dispositions de la loi qui ne sont pas en vigueur. Je vais vous montrer ce qui est en vigueur. Alors, toute la première partie, jusqu'au Bureau des connaissances sur l'eau, tout ça, c'est en vigueur. Ce qui n'est pas en vigueur, c'est ce qui est en bas de l'écran, les modifications à la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, le patrimoine existe. Vous êtes déjà titulaire du patrimoine commun des ressources en eau. Et vous pourriez déjà commencer à actionner certains de ces mécanismes. Mais on a évoqué des situations où des dispositions intéressantes, par ailleurs, qui vont se retrouver dans la loi sur la qualité de l'environnement, ne sont pas en vigueur. La loi, dans sa partie que je vous ai montrée qui est en vigueur, ne comporte pas de sanctions pénales. C'est une loi cadre qui donne des obligations et des devoirs à des parties privées, à des parties publiques, mais on ne mettra pas en prison l'État parce qu'il ne va pas créer le Bureau des connaissances sur l'eau, par exemple. Donc, c'est vraiment une loi cadre générale où l'État, c'est l'État, on parle de l'État, on ne parle pas d'un ministère en particulier, on parle de l'État. Par ailleurs, les droits qui vont être accordés dans la loi sur la qualité de l'environnement, pour ce qui est des prélèvements en eau, ce sont le régime des sanctions qui sont prévues à la loi sur la qualité de l'environnement qui vont s'appliquer à ces régimes-ci. Donc, c'est vraiment une loi cadre, en fait, qui a été créée pour unifier le droit de l'eau et s'assurer que l'eau reste une chose commune. Hein. On le sait avec notre voisinage avec les Américains qu'il y a de fortes pressions sur nos ressources. Aussi, donc, c'est une réaffirmation que l'eau est une chose qui appartient à tous et c'est le patrimoine collectif des individus. Je vous dirais que au niveau des approches, là, on a l'intérêt général, il y a l'intérêt individuel, puis il y a peut-être un intérêt collectif. Donc, il y aura peut-être dans la hiérarchie des usages des intérêts des personnes locales sera probablement supérieur à des intérêts des personnes qui vivent peut-être pas à proximité des ressources en eau. Il y a vraiment... je manque probablement d'imagination pour vous décrire toute la portée que va avoir cette loi, parce que quand je n'ai pas d'illustration de cas, d'espèces, de cas de figure qui lui donnent vie jusqu'à maintenant, mais j'espérais bien revenir dans quelques années pour voir dans quelle mesure les tribunaux ont répondu à l'appel de donner une portée libérale à cette nouvelle loi sur l'eau. Alors, il faut compter sur l'opprobre social. Ma deuxième question, c'est dans quelle mesure cette loi peut s'imposer au Code civil? Je pense à une situation qui est de plus en plus fréquente maintenant concernant les propriétaires riverains des cours d'eau. Comme par exemple, ici à la Ville de Québec, il y a 2 ans, on a commencé à renaître les rives de la rivière Saint-Charles. Et évidemment, le contentieux de la Ville l'avait prévu et il est arrivé ce qui devait arriver. Il y a un paquet de qui sont
rebellé et qui ont poursuivi la Ville pour protéger leurs droits de propriété. Et la Ville sait bien qu'elle en a pour 5 à 7 ans avant que ça ne se classe et continue heureusement de planter des arbres et de respecter les limites qui ont été imposées là, par l'environnement, là, la petite bande par laquelle on peut garder une vision sur les cours d'eau. Mais alors, quel est le poids de ce droit sur l'eau face au droit du Code civil? Qui, en passant, on a un nouveau Code civil depuis l'année où vous avez commencé votre pratique en 1994. Mais dans quelle mesure elle peut s'imposer, qu'elle peut être respectée, avoir une certaine force de persuasion face à ses propriétaires récalcitrants? Cette loi va s'imposer aux propriétaires riverains. Ça ne fait aucun doute. Elle va s'imposer à toute personne. C'est une loi de portée générale qui va s'imposer à l'État, aux personnes physiques et aux personnes morales. Je connais la cause que vous évoquez, l'affaire Québec contre Wallo. Et nous présentons un conférencier qui va défendre l'intervention du Centre québécois du droit de l'environnement devant la Cour d'appel dans cette affaire le 10 février. Donc, on va l'entendre à l'Université Laval, à la faculté de droit, le 10 février, après son intervention à la Cour d'appel. Donc, c'est porté en appel, comme vous l'avez souligné. Ça suit son cours judiciaire, malheureusement. Et c'est le 10 février que ça va être entendu. C'est un bon exemple ce que vous soulevez. Dans cette affaire, la Cour, elle avait interprété des principes, le principe de propriété versus la protection des ressources en eau potable. Dans quelle mesure la protection d'une ressource en eau potable peut porter atteinte aux droits de propriété? Et c'est là où ce type de loi, les principes nouveaux qui sont introduits dans notre droit ancien, qui a porté les autres types de sociétés que nous avons eues, fondées sur la croissance économique aussi. Donc maintenant, avec ces principes de développement durable, ce que le juge a fait dans cette affaire-là, le juge François Huot, c'est qu'il a interprété les lois qui s'appliquaient, la réglementation applicable de la Ville de Québec, avec les principes du développement en tête, en vertu du principe de subsidiarité que j'ai évoqué tout à l'heure, à l'effet que pour protéger une eau potable, c'est l'autorité qui est la plus près, qui devrait être celle qui est compétente et qui devrait intervenir. Donc, protéger l'eau potable, c'est sûrement la municipalité, plus que l'État fédéral ou l'État provincial qui devrait intervenir. Et le juge a utilisé les principes du développement durable pour interpréter ce règlement et donner préséance à la préservation de la source d'eau potable sur les droits de propriété, considérant qu'il n'y avait pas eu d'abus déraisonnable à cet égard-là. Donc, on change, ça change, là, la propriété, le droit de propriété était vu comme quelque chose qui était imperturbable, inaltérable. Et là, on voit qu'il y a des compromis qui doivent être faits au nom de l'intérêt collectif. Bon, écoutez, l'heure avance, mais je voudrais juste terminer par une petite question, si vous permettez. Je voudrais revenir sur cette histoire de gaz de schiste, parce que je crois que ça, qu'on le veuille ou non, ça préoccupe quand même tout le monde. Et une des craintes que tout le monde a, c'est la pollution des nappes phréatiques. On a dit tout à l'heure que certains articles, notamment ceux qui ont trait à l'implication de la loi sur la qualité de l'environnement, n'étaient pas en vigueur. On craint évidemment qu'ils le deviennent très tard ou jamais. Et vous avez semblé ouvrir la porte au fait que ça pourrait être des poursuites privées d'individus qui pourraient éventuellement peut-être faire quelque chose. Et là, ne pensez pas que j'ai une idée en arrière de la tête, mais il y a une crainte que j'ai, c'est qu'on sait qu'au Québec, il y a une loi qui a préséance sur toutes les autres. C'est la loi des mines. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas foutu d'avance compte tenu de l'existence de la loi des mines, tant qu'elle n'est pas elle-même modifiée, elle aura toujours préséance, même sur la loi de l'eau de 2009. Je suis tombée dans les mines un peu cette année aussi. Bon, c'est une... Je ne peux pas dire que je connais tous les détails là, du droit minier, mais la préséance sur l'utilisation du territoire, c'est une chose.
Mais cette loi-là, elle n'a pas préséance sur la loi de l'eau. C'est une loi qui a été adoptée avant. Et on donne préséance quant à l'usage du territoire. Donc, même si c'est un parc, on peut vouloir aller forer. Mais par ailleurs, ça n'enlève pas les obligations. Et les obligations en matière d'eau, elles vont être là. Évidemment, il y a beaucoup de mines qui ne sont pas dans les villes. Maintenant, il y en a dans les villes, là. Souvent, on ne voit pas ce qu'elles font, mais elles sont soumises à cette question de la protection du droit de l'eau. Et il faudra peut-être le rappeler aux autorités du ministère, l'effet que la protection des ressources en eau potable est une priorité lorsqu'on fait des prélèvements d'eau. Et si donc, à l'occasion, l'État a des interprétations restrictives de nos lois, si jamais il en avait une, bien, on a au moins la possibilité d'aller trouver un autre partenaire des citoyens, les tribunaux, pour leur demander. C'est eux qui sont les maîtres de la lettre de la loi pour vérifier l'interprétation administrative. Et il est arrivé à plusieurs occasions que les tribunaux condamnent un ministère pour avoir émis un permis en outrepassant ses habilitations, en condamnant le ministère à des dommages pour les dommages subis par les personnes. Et cela va pouvoir se refaire encore. Et je crois que la question minière est très chaude actuelle et pourrait peut-être donner lieu à cela dans la mesure où il y a des activités minières qui sont proches des citoyens, comme pour les gaz de schiste, alors que les activités minières, maintenant, elles sont dans le Grand Nord du Québec. Il n'y a personne qui voit vraiment comment ça se passe.